En 1972, lors des Jeux Olympiques à Munich, un commando palestinien prend en otage des athlètes israéliens. La police locale est incapable de gérer la crise et celle-ci se finit en drame, 8 Israéliens perdant la vie. Les pays occidentaux sont sous le choc, comprenant qu'ils n'ont aucune formation de police en mesure de faire face à des prises d'otages et des actions terroristes. C'est la France qui réagit en premier, en créant en 1974 le GIGN, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Ce corps d'élite, au recrutement et à la formation très rigoureux, va vite faire preuve de son efficacité dans la lutte antiterroriste. Mais c'est en 1994 qu'il va devoir faire face à son plus grand défi lors d'une prise d'otage de grande ampleur. Le GIGN va se lancer dans son opération la plus risquée, où la vie de centaines de personnes est en jeu. En 1994, l'Algérie est en proie à une guerre civile sanglante qui oppose le gouvernement du FLN au GIA, le groupe islamique armé. La France appuie le gouvernement algérien dans cette guerre, malgré la brutalité de la répression. Les fanatiques du GIA, bien décidés à imposer une république islamiste, multiplient les attentats aveugles et menacent les ressortissants français restés sur place. Le 24 décembre 1994, le vol AF 8969, reliant Alger à Paris, s'apprête à décoller. Quatre policiers pénètrent dans l'avion et demandent à vérifier une dernière fois les passeports des passagers. L'un d'eux, qui est lui-même policier, demande s'il peut les aider. Il est alors empoigné et mis à terre. Puis les 4 hommes annoncent qu'ils sont du GIA et qu'ils prennent le contrôle de l'avion. Leur chef s'appelle Abdallah Yahya, proche du leader du GIA, Mohamed Zitouni. Il prend contact avec la tour de contrôle et demande aux autorités algériennes de laisser décoller l'avion à destination de la France. Devant leur refus, ils abattent le policier sur la passerelle avant. Puis ils menacent d'exécuter un passager toutes les demi-heures. La police algérienne fait alors intervenir la mère du chef du commando en lui faisant prendre contact par radio pour le supplier de se rendre. Cette action met Yahya dans une colère folle. À 15h30, il abat un conseiller de l'ambassade du Vietnam. À Paris, les autorités s'inquiètent de plus en plus de la façon dont est gérée la crise par les Algériens. Elles leur proposent l'envoi du GIGN, mais ils refusent catégoriquement. Les terroristes exigent que la passerelle soit enlevée pour décoller. Nouveau refus. Au comble de la fureur, Yahya empoigne un passager français, Yannick Beugnet, et l'abat froidement sur la passerelle avant. Pour le gouvernement français, c'en est trop. Le Premier ministre Édouard Balladur menace le gouvernement algérien de le rendre responsable de la mort des 3 victimes devant l'opinion mondiale. Alger finit par céder. Le 26 décembre, à 2h du matin, l'avion décolle enfin. Pendant ce temps, le GIGN, mis en alerte, s'est déplacé sur l'île de Majorque. Sur place, il étudie minutieusement la configuration d'un avion identique, un Airbus A300, pour préparer une éventuelle intervention.
À Paris, une information inquiétante provient des services secrets. Les terroristes veulent se servir de l'avion comme une bombe volante et l'écraser sur Paris. Par chance, l'Airbus n'a plus assez de carburant, il devra se poser à Marseille. Il est donc décidé que quoi qu'il arrive, il ne devra en aucun cas redécoller. Au vu de la détermination des terroristes, une intervention du GIGN semble inéluctable. L'avion se pose à l'aéroport de Marignane à 3 h du matin. Le GIGN l'a précédé de quelques minutes. Le commando terroriste exige alors la livraison de 27 tonnes de carburant, alors que 8 suffisent pour rejoindre Paris. Cela confirme qu'il souhaite faire de l'avion une bombe volante, prête à s'écraser sur la capitale. Le commandant du GIGN, Denis Favier, prépare l'assaut, tandis que le préfet des Bouches-du-Rhône essaie de gagner du temps en parlementant avec les terroristes. Il leur propose la tenue d'une conférence de presse à bord de l'appareil. Yahya accepte, ce qui l'oblige à amener les passagers vers l'arrière, exactement ce que souhaite le GIGN. Mais le chef du commando perd patience et un de ses hommes ouvre le feu sur la tour de contrôle. Pour le commandant Favier, il faut lancer l'assaut sans tarder. Les conditions sont les pires possibles. Les hommes du GIGN devront avancer à découvert, prendre l'avion d'assaut, neutraliser les terroristes, tout en évacuant les passagers. Le commandant décide de scinder son groupe en 3 commandos. Les 2 premiers se dirigeront sur des rampes d'embarquement vers l'arrière, afin d'évacuer le plus vite possible les otages. Pendant ce temps, le 3e attaquera à l'avant pour couvrir les passagers et attirer le feu des terroristes sur lui. C'est la mission la plus dangereuse, les pertes risquent d'être lourdes dans ses rangs. Sur le bâtiment de l'aéroport, des tireurs d'élite ont été disposés pour couvrir l'assaut général. Denis Favier donne le signal de l'attaque. Deux passerelles se dirigent vers les portes arrière, tandis que la 3e, avec 8 hommes à son bord, fonce vers l'avant. Lorsqu'ils arrivent, elle bloque l'ouverture de la porte car elle est trop haute. Elle est reculée, la porte est débloquée et le commando se rue à l'attaque. Le premier gendarme à pénétrer dans l'avion est Éric Arlecchini, suivi de Thierry Pragnot. Le premier couvre son acolyte, qui parvient à abattre coup sur coup 2 terroristes, dont Yahya. Pragnot parvient à en toucher un 3e avant d'être touché au bras et à la poitrine. Un autre gendarme est blessé à la jambe. Profitant de la confusion, le copilote Jean-Paul Bordery s'échappe par la fenêtre du cockpit. Un des gendarmes, déséquilibré par les rafales du dernier terroriste, qui résiste avec acharnement, saute de la passerelle puis repart à l'assaut. À l'arrière, les 2 autres commandos sont entrés dans l'avion et se précipitent vers l'avant pour aider leurs camarades et couvrir l'évacuation des passagers. Le dernier terroriste continue de résister, lançant une grenade vers Thierry Pragnot qui gît à terre. Dans un suprême effort, le gendarme parvient à tourner le dos à l'engin pour se protéger. Éric Arlecchini le tire vers l'arrière pour le mettre à l'abri.
Un de leurs camarades est touché au bras sur la passerelle et dégringole l'escalier. Finalement, un tireur d'élite, profitant de la fenêtre ouverte du cockpit, abat d'une balle en plein cœur le forcené. La fusillade cesse enfin. Plus de 1000 cartouches ont été tirées. Miraculeusement, aucun passager, ni membre d'équipage, ni gendarme n'a été tué. Mais le bilan est lourd parmi le premier commando. 7 sur 8 ont été blessés, dont un, Thierry Pragneau, très grièvement. Il survivra néanmoins à ses blessures. Il a neutralisé à lui tout seul 3 des 4 terroristes. Dans la presse, on salue le sang-froid, l'habileté et le courage des hommes du GIGN. Ils sont parvenus à sauver les passagers de l'Airbus et à neutraliser 4 hommes très déterminés, bien décidés à sacrifier leur vie. Ils ont empêché une catastrophe encore pire, l'écrasement de l'avion sur Paris, qui aurait fait des milliers de victimes. Mais les terroristes islamiques retiendront la leçon. 7 ans plus tard, ils prendront directement le contrôle des avions pour les jeter sur leur cible. Le GIGN, de son côté, continue inlassablement d'améliorer ses techniques pour leur faire face. En 2015, le groupe neutralise les frères Kouachi, responsables de la fusillade de Charlie Hebdo. Ils sont nos anges gardiens qui mettent chaque jour leur vie en péril pour nous protéger.